Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Daniel Jost. Est-ce que vous m'entendez déjà tous bien? Très bien. Donc, je m'appelle Daniel Jost. Je suis chercheur au laboratoire de biologie et de modélisation de la cellule. Et donc aujourd'hui, je vais vous faire plonger un peu au cœur de nos cellules et la découverte des chromosomes. Et on va commencer dans un premier temps par prendre un peu de hauteur avec cet homme de Vitruve dessiné par Léonard de Vinci. Alors, il a certes 4 bras et 4 jambes, cet homme de Vitruve, mais on va dire son corps, comme vous, est composé de cellules. Alors, je vais vous demander dans un premier temps, est-ce que vous savez combien il y a environ de cellules dans votre corps? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent donner des ordres de grandeur à peu près? J'ai des milliards au premier rang, 100 milliards, 1000 milliards, ça augmente. Alors, on ne va pas compter les bactéries, j'ai entendu là. On va juste compter les cellules qui sont humaines dans notre corps. Alors, j'ai entendu milliards, 10, 100 milliards, donc en effet c'est un nombre très grand. Donc notre corps humain, le corps humain, il est composé de dizaines de milliers de milliards de cellules. Alors ça ne donne pas vraiment une idée de ce qui se passe. Alors ça équivaudrait en fait au nombre de grains de sable qu'on pourrait trouver sur une petite plage, voilà, une petite crique par exemple, au bord de la Méditerranée. Voilà, il fait très froid dehors, donc ça peut peut-être vous réchauffer. Donc pensez à cette petite crique et au nombre de grains de sable, ça représente à peu près le nombre de cellules qu'il y a dans votre corps. Et un peu comme ces grains de sable, qui vont être composés des mêmes matériaux, mais qui peuvent avoir des formes légèrement différentes, les cellules de notre corps, elles vont être composées également, principalement des mêmes matériaux, mais par contre, elles vont avoir des formes et des fonctions différentes. D'accord ? On a des cellules de peau, des cellules qui sont importantes pour faire fonctionner les yeux, etc. Mais elles sont toutes bâties autour des mêmes matériaux. Et un de ces matériaux essentiels, qui est commun à tous, mais également qui est commun à tous les êtres vivants, c'est la fameuse molécule d'ADN. Avec sa structure en double hélice, qui a été découverte en 1953 par Watson, Crick et Franklin. Et cette double hélice d'ADN, elle est composée de ce qu'on appelle des bases. Voilà, peut-être ça vous rappelle quelque chose pour les plus anciens qui ont déjà suivi un peu des cours là-dessus, mais il y a 4 types de bases, voilà, A, C, G, T, et elles vont par paire en général. A s'allie avec T et C s'allie avec G. Et donc ces paires de bases, donc AT ou GC en fait, c'est ce qui va former les différentes marches de cet escalier en colimaçon que forme la double hélice d'ADN. Et en fait, ça va être l'agencement spécifique de ces paires de bases, les unes à la suite des autres, qui va donner un sens précis. Donc c'est pour ça qu'on parle d'information génétique qui est codée dans l'ADN. C'est que c'est cet agencement qui va porter une information, un peu comme s'il y avait plein de lettres, et qui vont avoir un sens. En fait, ces lettres vont avoir un sens et vont former un mot que quand elles sont mises dans un sens précis. Et en particulier, en fait, les gènes, ça va être des séquences précises de paires de bases. Voilà, un certain type d'escalier avec un certain type de marche, qui vont coder pour des molécules, voilà, qu'on appelle des protéines. Et ces protéines, c'est le moteur de nos cellules. C'est ce qui fait que c'est un des constituants principaux de nos cellules. Donc, c'est-à-dire que les gènes, ils vont contenir l'information nécessaire, un peu comme si on avait une recette, qui permet après à des usines moléculaires de fabriquer ces fameuses protéines et donc de faire fonctionner les cellules. Et donc chaque cellule de notre corps, elle est composée en fait de 46 très longues molécules. Elle contient 46 très longues molécules d'ADN, et c'est ça qu'on appelle les chromosomes. Donc sur ces 46, il y en a 23 qui sont hérités du père, et puis 23 hérités de la mère. Et au total, voilà, si on comptait toutes les marches qu'il y avait dans notre escalier, on aurait environ 6 milliards de lettres, donc 6 milliards de marches. Et sur ces 6 milliards de marches, il y a seulement 1% qui va coder pour les gènes. D'accord ? Et il y a environ 20 000 gènes. On aura une séance de questions à la fin, on pourra revenir sur les questions. D'accord ?
Et probablement, laissez-vous juste transporter par le discours et on verra à la suite. Donc il y a 1% des lettres en fait, qui se codent pour des gènes qui sont le long de nos chromosomes. Et donc une des questions vraiment fondamentales de la biologie actuelle, c'est de comprendre en fait comment à partir de la même information génétique, donc toutes nos cellules ont les mêmes lettres, ont les mêmes 46 chromosomes, comment à partir de cette même information, eh ben, on peut avoir différents types cellulaires, différentes fonctions. Donc un peu comme si on avait le même livre de recettes pour chaque cellule, mais les recettes vont être interprétées de manière différente pour chacune d'entre elles. Et si on collait en fait bout à bout tous nos 46 chromosomes qu'on trouve dans une cellule, on aurait une double hélice, donc un escalier qui aurait la taille à peu près d'un homme, donc environ 2 mètres. Donc, si vous vous souvenez au début, je vous ai dit qu'il y avait 30 000 milliards de cellules dans le corps humain. Donc, chacune de nos cellules a 2 mètres d'ADN. Donc, à votre avis, quelle est la distance qu'on pourrait parcourir, par exemple, si on collait bout à bout toutes les molécules d'ADN qu'il y aurait dans nos cellules? Est-ce que vous avez un ordre d'idée de la distance? Est-ce que je pourrais aller jusqu'à Paris ou plus loin? J'ai la Lune au premier rang. Alors, parlez, je ne vous vois pas, donc il n'y a pas de honte. Votre voisin ne vous voit pas non plus. Donc si vous dites des bêtises, ce n'est pas grave. On pourrait aller au Soleil, peut-être? Alors, pareil, vous avez l'impression que ça fait beaucoup. D'accord? Donc pour vous donner un ordre de grandeur, en fait, si on collait bout à bout tout l'ADN qui se trouvait dans les cellules de notre corps, on pourrait faire quasiment 200 fois la distance Terre-Soleil. Alors, une autre manière de représenter ça, ça serait aussi, par exemple, de se dire que si le cercle qui entoure notre homme de Vitruve, ça représenterait la circonférence de la Terre, et la double hélice, là, qu'on est en train de dérouler sur le dôme du planétarium, on pourrait faire en gros 1 million de fois le tour de la Terre. Et donc on va laisser se dérouler doucement cette double hélice. Et en fait, juste la longueur que vous voyez là, précisément, toujours ramenée à ce cercle qui serait la circonférence de la Terre, ça représente en fait que 1 millième de la distance réelle de l'ADN dans le corps humain. Donc revenons maintenant à une cellule unique. Donc on a nos 46 chromosomes, et ces 46 chromosomes, en fait, ils se retrouvent dans une structure, ici en rouge, qu'on appelle le noyau d'une cellule, et qui représente environ 10% du volume du noyau, et qui a une taille qui n'est pas plus petite que le 10e de l'épaisseur de l'un de vos cheveux. Donc nos 2 mètres d'ADN, en fait, ils sont compris dans une structure qui fait environ 10 microns, donc le 10e de l'épaisseur d'un de vos cheveux. Et donc, une des questions qui va nous intéresser, c'est justement de comprendre comment toutes ces molécules, qui sont extrêmement longues, vont s'organiser dans ce noyau. Et donc, une des questions importantes, c'est de savoir quelle est la stratégie qui va être employée par la cellule, par exemple, pour justement impacter nos 46 chromosomes à l'intérieur d'un espace aussi petit. Donc, c'est un peu comme si vous partez en voyage. Voilà, par exemple, sur la petite plage qu'on évoquait tout à l'heure, voilà. Vous avez plein d'affaires à mettre dans une toute petite valise. Et en général, il y a 2 stratégies qui s'offrent à vous. Soit vous rangez bien vos habits de manière très ordonnée, vous les pliez, et puis vous rangez chaque type d'habits les uns à côté des autres, et vous mettez ça dans votre valise. Alors c'est très long, c'est très fastidieux, mais après c'est très facile de retrouver les choses à l'intérieur de votre valise. Une autre stratégie, qui est personnellement la mienne, c'est de prendre tous les habits et puis de bourrer la valise le plus vite possible, de refermer vite, et puis en espérant que tout va rentrer. Alors c'est très rapide, mais par contre, ce n'est pas forcément efficace après pour pouvoir retrouver quelque chose. Donc d'après vous, quelle est la stratégie que va utiliser la cellule justement pour organiser les chromosomes? Alors ceux qui sont plutôt pour la version chaotique, levez la main. Ok.
Ceux qui sont plutôt pour la version ordonnée, levez la main. D'accord, alors il y a peut-être un léger avantage pour la version chaotique, mais c'est quasiment équivalent. Alors je ne vais pas vous donner la réponse tout de suite, d'accord ? On va voyager un peu au cœur du noyau pour regarder vraiment à quoi ressemblent les chromosomes, et puis on reviendra à la fin pour essayer de voir quelle est la stratégie qui est choisie. Alors le domaine de recherche en fait, dans lequel je travaille, ça s'appelle la génomique 3D pour tridimensionnelle. En fait, c'est une branche de la biologie qui s'intéresse justement à comprendre comment s'organisent les chromosomes à l'intérieur du noyau et quelle va être justement la stratégie qui va être employée pour impacter les chromosomes. Et enfin, essayer de comprendre à quoi ça sert. Est-ce que ça a une fonction particulière? Et c'est un domaine en fait, de recherche qui est très interdisciplinaire. Donc ça va regrouper des biologistes, mais également des mathématiciens, des physiciens comme moi, ou des informaticiens. Et tous ensemble, on essaye de comprendre en fait, ces différentes questions. Alors quand on vous parle de chromosomes, et peut-être de structure de chromosomes, c'est peut-être cette image-là, si vous en avez une en tout cas, qui vous vient à l'esprit. Celle que vous avez vue peut-être durant vos études, ou même des images de chromosomes que vous avez pu voir. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un karyotype, où on a ces chromosomes qui sont assez condensés, qui ont une forme de bâtonnet. Alors des fois, on voit aussi des formes en X. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un karyotype. Et en fait, ce type de structure, elle est présente, d'accord, mais durant une durée extrêmement courte de la vie d'une cellule, qui est quand la cellule se divise en deux. Mais la plupart du temps, en fait, l'organisation est complètement différente. Et donc, en fait, c'est grâce à des avancées, ces 20 dernières années, en fait, des avancées technologiques, qui nous ont permis d'explorer, à la fois par des expériences, mais également par la modélisation, on verra par la suite, comment s'organisent les chromosomes dans le noyau des cellules, et c'est ce que je vais essayer de vous décrire dans la suite. Donc maintenant, je vous invite, en fait, à fermer les yeux un petit instant. Voilà, donc fermez les yeux, écoutez la musique. Tout le monde a à peu près les yeux fermés. Et je vais vous demander d'imaginer, en fait, voilà, plein de longues molécules, donc nos 46 longs chromosomes, donc un peu comme si on avait 46 très longs spaghettis. Alors un peu cuit al dente pour que ça soit un peu mou, d'accord ? Mais on a nos 46 spaghettis, et ces 46 spaghettis très longs, ils sont dans un petit bol, qui est le noyau, et le petit bol est vraiment bien rempli. Donc essayez de vous imaginer quelle va être la structure, en fait, l'organisation, l'architecture de ces chromosomes dans notre petit bol. Est-ce que ça va être complètement mélangé, comme dans un plat de pâtes traditionnel, par exemple celui que vous allez peut-être préparer ce soir en rentrant à la maison, ou bien on a une organisation qui est plus complexe. Donc, je vais vous demander maintenant d'ouvrir les yeux. Et ce que vous voyez ici, en fait, c'est justement, on est en train de rentrer à l'intérieur du noyau d'une cellule. Voilà, on pénètre au cœur de la cellule. Et ce que vous voyez là, c'est pas la vision d'un ciel étoilé sur une planète extraterrestre, par exemple, dans un film de science-fiction, mais c'est vraiment ce qui se trouve au cœur de votre noyau, et on est entouré par les chromosomes. Donc, il faut savoir que les chromosomes, en fait, ne sont pas seulement constitués de l'ADN, donc la double hélice qu'on a vu tout à l'heure, mais en fait, il y a une myriade d'autres molécules, des protéines par exemple, qui sont accrochées à la double hélice et qui vont justement participer à l'architecture des chromosomes. Et en fait, chaque point, ici, lumineux, chaque étoile, en fait, ça représente une petite portion d'un chromosome. Et les traits qui relient deux étoiles, en fait, ça veut juste dire que ces deux étoiles, ces deux régions des chromosomes sont proches le long d'un chromosome. D'accord ? Donc si on pouvait suivre une grande ligne, en fait, on parcourrait un chromosome, donc on parcourrait notre immense spaghetti. Et en fait, la représentation que vous avez là, elle est en fait issue directement d'une expérience. Donc on est en train vraiment de regarder l'organisation des chromosomes dans une cellule à un instant donné.
Un peu comme si on avait pris une photographie voilà, du noyau d'une cellule et de voir comment s'organisaient les chromosomes. Donc on a cette photographie en 3 dimensions et tout au cours de la conférence, on va se balader un peu à l'intérieur. Et ici, on a coloré en fait nos différentes étoiles, nos différents points, par le numéro du chromosome. C'est-à-dire que chaque spaghetti, en fait, il va avoir sa propre couleur qui va être différente des autres. Et donc là, voilà, on a nos 46 spaghettis qu'on voit. Alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'on remarque assez vite la densité très importante de chromosomes et de régions, d'accord ? Comme si on avait notre ciel qui était extrêmement rempli d'étoiles. Et ça, c'est intéressant en fait de comprendre que le fonctionnement d'une cellule, qui est fortement lié au fonctionnement des gènes, par exemple, qui doivent rester accessibles à plein de machineries qui viennent là pour les lire, et ça se passe dans un environnement extrêmement dense. Et ça, c'est justement une question qui est aussi très importante en biologie, c'est de comprendre comment tout cela marche dans cet environnement qui est extrêmement dense. Alors un autre point qu'on ne remarque pas forcément quand on est au cœur du noyau, mais qui va devenir un peu plus apparent si on recule. Donc là, on ressort doucement du noyau pour essayer d'avoir un peu une vision périphérique de ce qui se passe. Alors on sort progressivement, on atteint la périphérie. Et voilà, là on commence à sortir du noyau et de voir un peu l'ensemble des chromosomes. Donc là, on est vraiment à l'extérieur, on a une vision de ce qui se passe. Alors, on a enlevé la membrane qui sépare le noyau du reste de la cellule pour vraiment voir ce qui se passe à l'intérieur. Alors, ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on voit, on voit très bien les couleurs. D'accord ? On voit ici un beau nuage orange, un beau nuage bleu, un beau nuage violet. Donc ça implique qu'en fait, chaque chromosome, il occupe sa propre région dans le noyau. Ils ne sont pas mélangés entre eux. D'accord ? S'ils étaient mélangés entre eux, on verrait toutes les couleurs qui étaient un peu mélangées. Donc là, en fait, chaque chromosome occupe son propre territoire. Donc on est assez loin, en fait, de l'idée d'un plat de spaghettis où toutes les pâtes seraient mélangées, mais on a chaque spaghetti qui occupe une petite région dans notre bol. Et donc c'est ce qu'on est en train d'observer ici. Et donc par exemple, on peut essayer de mettre en lumière le chromosome 5. Voilà. Les chromosomes ont un numéro. Donc là, on a mis en lumière le chromosome 5. Alors vous pouvez remarquer en fait qu'il y a deux régions, 2 territoires. Alors pourquoi ? C'est parce qu'en fait, chaque chromosome existe sous 2 copies. D'accord ? Donc sur nos 46 chromosomes, en fait, il y a 23 paires. Et pour chaque paire de chromosomes, il y a une copie qui est héritée du père et une copie qui est héritée de la mère. Et on voit en fait que chacune des copies va occuper son propre territoire dans le noyau. Donc par exemple, on peut, au lieu de colorer par le numéro des chromosomes, on peut colorer nos chromosomes par rapport à leur origine, c'est-à-dire s'ils sont hérités du père ou hérités de la mère. Donc par exemple, on a mis ici en rose les chromosomes qui sont hérités du père et en bleu les chromosomes qui sont hérités de la mère. Donc on voit bien les 2 chromosomes séparés. Et puis plus généralement, si on regarde maintenant l'organisation des chromosomes paternels et maternels dans le noyau, on voit qu'ils sont un peu mélangés de manière aléatoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tous les chromosomes maternels d'un côté et tous les chromosomes paternels de l'autre. Il y a un certain désordre dans cette organisation ici. Alors maintenant, on peut essayer de regarder comment s'organisent les gènes. Donc, dans cette image, on a mis tous
tous les chromosomes de la même couleur, d'accord. Et puis vous avez ces espèces d'orages magnétiques qui se passent à l'intérieur du noyau. Alors ici, on a juste mis en lumière des régions, une vingtaine à peu près, à chaque moment dans le noyau, des régions qui se trouvent autour de gènes, d'accord. Alors on a l'impression que ça bouge ici, d'accord, mais c'est juste une illusion. En fait, ce qu'on fait ici, c'est qu'on a une région et puis on parcourt le chromosome et on parcourt toutes les différentes régions qui sont autour des gènes d'un même chromosome. C'est pour ça qu'on a l'impression que ça bouge, mais en fait, l'éclair, il va parcourir en fait un chromosome. Si vous suivez un éclair, vous allez parcourir tout le chromosome qui est associé. Donc si maintenant on replonge, on va replonger doucettement à l'intérieur du noyau pour voir de manière un peu plus précise quelle est l'organisation des chromosomes justement autour des gènes. Donc on va plonger au cœur de cet orage magnétique. Alors, ce qui est assez frappant en fait, donc, c'est que ces différents éclairs, ou si on veut, c'est même ces différentes constellations qu'on voit, c'est des exemples en fait d'architecture possible des chromosomes autour des gènes. Et ce qui est assez marquant en fait, c'est qu'on remarque qu'il y a une énorme diversité de structures possibles, d'accord. Il y a des structures qui peuvent être très étendues. Donc, par exemple, si vous regardez le ciel, des fois, il y a des traits qui parcourent, des espèces de grands éclairs. Donc ça veut dire que la structure associée est très étendue. Et puis, il y a des structures qui sont un peu plus compactes, d'accord, qui restent localisées dans certains endroits. Et en fait, on s'est rendu compte que cette diversité de structures, c'était lié à comment les gènes fonctionnaient. Et en fait, il y a des structures, il y a des organisations qui vont être plutôt associées à des gènes qui vont être, on dit, qui sont activés, c'est-à-dire que leur fonctionnement va être boosté, c'est-à-dire qu'ils vont produire énormément de molécules qui sont associées à leur information. Et puis il y a certaines structures qui vont être plutôt associées à une inhibition du gène. D'accord ? On parle de gènes inactifs, c'est-à-dire que les molécules associées à ce gène, elles ne sont pas ou très peu produites. D'accord ? Et ça, c'est en partie lié à comment s'organisent les chromosomes autour de ces gènes. Et justement, du coup, on peut maintenant en fait colorer tous les chromosomes en fonction qu'ils sont autour de régions actives, donc de gènes actifs, ou autour de régions inactives. Je me suis trompé de couleur, mais c'est pas grave, on va revenir à celle-là. Vous avez vu brièvement les chromosomes paternels et maternels. Donc maintenant, on a coloré en fonction des gènes qui sont actifs ou inactifs. Donc en blanc, on a coloré les régions qui sont plutôt inactives, d'accord ? Et en bleu, les régions actives. Et d'ailleurs, on voit déjà, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit des espèces de nuages. Voilà, un nuage blanc. Là, derrière ce nuage blanc, on a l'impression d'avoir un nuage bleu. Et le ciel, en fait, est constellé d'étoiles qui appartiennent à différents nuages, soit bleus, soit blancs. Et on va essayer de retourner à l'extérieur. On va refaire un petit travelling extérieur pour voir un peu mieux comment s'organisent justement ces différentes régions. Un peu comme les territoires des chromosomes, en général, de l'extérieur, on voit un peu plus ce qui se passe. On se redéploie vers l'extérieur du noyau. On va bientôt arriver à la périphérie. Voilà, on arrive à la périphérie. Et ce qu'on remarque en fait en
en sortant petit à petit du noyau, c'est que nos nuages, on a l'impression qu'ils grossissent de plus en plus. On va former des grands nuages blancs et des grands nuages bleus. Donc le fait d'avoir ces nuages, ça veut dire en fait que les régions qui sont actives, donc les gènes qui sont actifs, ont tendance à se regrouper entre eux pour former ces nuages bleus. Et puis pareil pour les gènes qui sont plutôt inactifs, ils vont se regrouper entre eux pour former des nuages blancs. Alors on n'a pas un gros nuage blanc et un gros nuage bleu, mais on a plusieurs nuages qui forment l'intérieur de notre noyau. Alors une vision qui est assez intéressante, c'est maintenant qu'on va prendre notre noyau et puis on va le découper en tranches. Hop, un peu comme si on avait découpé une pomme. Voilà. On a notre pomme de noyau. Et on va étaler nos tranches. Voilà, on a nos différentes tranches. Là, si on parcourt tout le dôme, on a les différentes tranches que forme notre noyau. Et on va juste se focaliser sur la tranche centrale, par exemple. D'accord ? Et donc là, on voit très bien des taches bleues et puis des taches blanches, voilà, qui sont des tranches de nuages, de régions actives et de régions inactives. Donc si au contraire on avait une organisation qui était totalement aléatoire, qu'est-ce qu'on s'attendrait ? On s'attendrait d'avoir plutôt un mélange de blanc et de bleu. Donc quelque chose un peu comme ça. Où on a un peu toutes les couleurs mis de manière aléatoire. Donc ça fait voilà, quelque chose qui est totalement différent de ce qu'on avait avant. Donc juste pour comparer, on a plutôt une organisation comme ça. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas tout un côté qui est blanc, tout un côté qui est bleu, mais on a quand même ces taches qui sont le synonyme que les gènes actifs vont être ensemble et les gènes inactifs vont être ensemble. Un peu comme si voilà, les gènes qui se ressemblent, qui s'assemblent dans le noyau, on peut appliquer la même règle. Et donc avec mon équipe, en fait, un de nos axes principaux de recherche, c'est justement de comprendre en fait comment se forment ces différents nuages, ces différents compartiments, et quel est leur rôle, à quoi ça sert. Et en fait, nous, on est des physiciens et on interagit avec des biologistes expérimentateurs, donc ils font des expériences, et notre travail, il va consister justement à utiliser ce qu'on appelle la modélisation pour étudier quels vont être les mécanismes qui sont responsables en fait de cette organisation qui est assez intrigante. Et en fait, qu'est-ce que j'entends par modélisation en fait ici ? En fait, par modélisation, j'entends le développement de programmes informatiques, voilà, de modèles mathématiques par exemple, ou même d'intelligence artificielle, qui vont permettre de prédire comment s'organisent les chromosomes à partir de certaines hypothèses. Donc, en particulier, en tant que physicien, nous, on va développer des modèles qui sont basés sur les forces et sur les énergies qui peuvent se trouver à l'intérieur du noyau et qui pourraient expliquer en fait les observations expérimentales comme cette organisation qu'on est en train de voir actuellement. Et par exemple, en fait, cette équation mathématique qu'on a là, ici, en fait, c'est une équation qui est importante pour nous parce qu'on l'utilise au jour le jour. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette équation ? Elle nous raconte que la vitesse d'une région d'un chromosome, voilà, ici on l'a exprimé sous la forme de la dérivée de la position, voilà, pour ceux chez qui ça rappelle quelque chose, sinon c'est pas très grave, mais c'est la vitesse. La vitesse, elle va être proportionnelle en fait aux forces justement qui vont être importantes pour la formation de ces compartiments. Et donc concrètement, en fait, à partir d'observations expérimentales, on fait des hypothèses sur quelles sont les forces qui vont être importantes. Et on prend ces hypothèses-là, on prend les forces qui sont associées à ces hypothèses-là, ou les énergies,
et on va les mettre dans un modèle mathématique qu'après on va simuler sur ordinateur pour simuler comment bougent et se structurent les chromosomes en fonction des forces que l'on a supposées. Et après, en comparant en fait, aux données expérimentales, ça va nous permettre en fait, de valider les hypothèses que l'on a faites au début, ou bien de les affiner, ou même de les réfuter. C'est-à-dire que si nos prédictions sont totalement différentes de ce que l'on observe, ça veut dire que les hypothèses qu'on avait faites au début sont fausses. Et par exemple, ce que vous voyez ici, c'est une des simulations que l'on peut faire. En fait. Ici, on s'intéresse à la formation de ces nuages liés aux régions qui sont plutôt inactives. Alors, ce qui est assez frappant dans un premier temps, c'est que ça bouge beaucoup. Vous voyez beaucoup de mouvements, d'accord ? Donc, ça veut dire en fait que dans nos noyaux, en fait, ces spaghettis-là, ils sont pas juste fixes, mais ils bougent de manière très très rapide. Alors, vous vous souvenez que je vous ai dit qu'en fait, l'image qu'on a vue là, qui tourne autour de nous, là, on se prend une tranche là, hop, dans la tête. C'était une image statique, c'était une photographie 3D, d'accord, d'un noyau à un moment donné, mais en fait, l'organisation est extrêmement dynamique, ça bouge beaucoup. Et vous avez pu voir en fait que voilà, les régions inactives ici, ce sont ces espèces de petites gouttes. Elles se forment, elles fusionnent entre elles un peu comme des gouttes liquides. Et en fait, dans le cadre de nos recherches, on a compris en fait que la formation en fait, de ces compartiments, de ces nuages, c'était un phénomène qui était assez similaire à ce qui se passe dans votre cuisine quand vous mélangez du vinaigre et de l'huile pour faire votre vinaigrette. Donc en fait, les molécules de vinaigre, voilà, elles vont tendance à rester entre elles pour former des gouttes. Et puis ces gouttes, elles vont éventuellement fusionner entre elles pour former une plus grosse goutte de vinaigre. Et en fait, ça c'est dû à des forces microscopiques qui font que les molécules de vinaigre, elles préfèrent rester entre elles plutôt que se disperser dans l'huile. D'accord ? Dans le noyau, c'est à peu près le même principe qui se passe. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de la séparation de phase. Et donc dans le noyau, c'est à peu près le même principe, d'accord ? Alors bien sûr, c'est pas de l'huile et du vinaigre, vous avez deviné, mais en fait, c'est dû à des protéines qui sont attachées aux régions qui sont plutôt actives et d'autres protéines qui sont accrochées à des régions qui sont plutôt inactives. Et ces deux types de protéines, elles ont les mêmes propriétés que l'huile et le vinaigre. Elles n'ont pas envie d'être ensemble. Et donc c'est ça qui va être la force motrice et qui va permettre d'expliquer la formation de ces nuages et de ces compartiments. Et donc une fois qu'on avait compris en fait comment se former ces différentes régions, on s'est posé la question à quoi ça pourrait servir. C'est-à-dire qu'on observe que les gènes actifs ont tendance à être entre eux, les gènes inactifs entre eux, mais quel est l'intérêt, on va dire ? Et ça, on l'observe en fait dans la plupart de nos cellules. Donc ça veut dire potentiellement que ça a un intérêt pour la cellule de faire ça. Et donc là aussi, à l'aide de modèles numériques, en fait, on a montré que le fait de se regrouper dans l'espace, en fait, ça permettait de mettre en commun des ressources. Donc par exemple ici, voilà, les petites molécules rouges qu'on a mis ici, ça peut représenter en fait des molécules qui vont être importantes pour le bon fonctionnement des gènes actifs, donc les parties bleues. Le fait que les régions bleues soient ensemble dans l'espace, ça permet de partager en fait ces molécules et donc que leur fonctionnement soit plus efficace. Un peu comme des industriels, par exemple, qui vont fabriquer leurs usines les unes à côté des autres, voilà, dans les zones industrielles, justement pour profiter des mêmes infrastructures de transport. Donc ici, le principe est le même, c'est le fait d'être ensemble dans l'espace, ça permet de partager des ressources et donc de fonctionner de manière plus efficace. Alors maintenant, si on revient à la question qu'on s'était posée au début, que je vous avais posée, qui était quelle est la stratégie qui est utilisée par la cellule pour justement impacter nos chromosomes dans le noyau. Alors il y avait à peu près 50%, un peu plus de
de chaotique, j'avais l'impression. Et maintenant que vous avez un peu plongé à l'intérieur du noyau, vous avez peut-être une idée plus précise de ce qui se passe. Donc, on n'est pas vraiment chaotique. On n'est pas vraiment ordonné non plus. Mais bien sûr, vous me voyez venir, on a une version un peu mixte, un scénario mixte, d'accord ? Alors il y a un certain ordre quand même qui est apparent, c'est ce que je vous ai décrit, d'accord ? Chaque chromosome occupe son propre territoire. Donc il y a une organisation en territoire. Il y a également une organisation en compartiments. Les gènes actifs qui ont tendance à se regrouper et les gènes inactifs qui ont tendance à se regrouper. Mais par contre, à l'intérieur de ces structures, d'accord, on a quand même un certain désordre, d'accord ? Vous avez vu la vidéo, ça bouge, il y a quand même des aspects très aléatoires à l'intérieur. Donc c'est un peu comme si la cellule avait choisi une stratégie mixte, peut-être optimale, qui permet d'avoir le meilleur des deux stratégies. Et en fait, tout ceci, ça va être lié à une des questions fondamentales que j'avais soulevées également au début, qui était de comprendre comment, à partir d'un unique livre de recettes, donc un unique jeu de chromosomes, en fait, on arrive à toute cette diversité de cellules qui composent notre corps. En fait, on se rend compte que chaque type de cellule, elle va être caractérisée par une organisation spatiale qui est différente. Donc, l'organisation autour des gènes va être également différente. Et c'est ça va avoir un rôle très important en fait justement pour booster ou inhiber les gènes qui vont être importants pour un certain type de cellules. D'accord ? Et donc c'est vraiment l'organisation spatiale, enfin on le pense, qui joue un rôle très important justement sur le bon fonctionnement de la lecture des gènes. Et d'ailleurs en fait il y a des fois, par exemple, l'organisation se passe mal, d'accord ? Il y a des défaillances, par exemple vers une organisation qui est plus chaotique. Ça existe en fait dans plusieurs maladies congénitales ou même dans certains cancers. Donc, par exemple, il y a plusieurs malformations en fait, héréditaires des doigts, comme la polydactylie, donc c'est le fait d'avoir plus de 5 doigts à chaque main. Ou bien il y a le syndrome F, où il y a le pouce et l'index qui sont liés entre eux à la naissance. En fait, ces différentes maladies, elles ont été démontrées qu'elles sont liées à une mauvaise organisation des chromosomes. Donc c'est ça le facteur important, c'est l'organisation des chromosomes qui est important, qui ne marche pas bien. Et le fait d'avoir une mauvaise organisation, en fait, ça va impacter les gènes qui sont associés au développement des doigts. Et ils vont être mal régulés, et donc c'est ça qui va engendrer ces différentes maladies. Et donc nous, on espère en fait, dans nos recherches fondamentales, où on essaye juste de comprendre en fait comment s'organisent les chromosomes dans le noyau, quelle est la stratégie utilisée, à quoi ça peut servir, on espère que ces recherches fondamentales, en fait, elles auront des impacts dans quelques années sur le traitement de certaines maladies, en fait, des maladies qui sont liées à des problèmes d'organisation des chromosomes. Et donc pour finir, je voudrais remercier en fait toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à la réalisation de cette conférence. Et en particulier, tous les visuels, tout le design artistique que vous avez vu ici, c'est Alexandrix qui a développé tout ça. Donc je voudrais le remercier spécialement. La musique également, qui a été développée par Gaël. Je voudrais remercier aussi le CNRS et bien sûr le planétarium. Donc le CNRS en particulier Sabrina Arras pour s'être occupé de la conférence et puis le planétarium également pour nous accueillir et puis pour l'organisation. Je voudrais également remercier RSA Cosmos et Alex justement pour la mise à disposition de la technologie et puis l'aide technique. Donc c'est aussi grâce à RSA Cosmos que vous voyez ces belles images. Et enfin, je voudrais remercier mon équipe de recherche qui travaille avec moi au jour le jour sur les différentes questions que je vous ai exposées. Et puis je vous remercie, vous, de votre attention, de votre calme. Et puis je serai ravi de répondre à toutes vos questions.